Je m'appelle Faustine et j'ai 13 ans. Kevin, 17 ans. Fang, 16 ans. Marion, 15 ans. Jayali, 16 ans. Bonjour, je m'appelle Camille et j'ai 13 ans. Lola, 15 ans. Sephora, 16 ans. Maxime, 13 ans. Je m'appelle Léa et j'ai 17 ans. Noémie, 16 ans. Amélise, psychologue à l'école des parents et des éducateurs de l'Hérault. J'interviens donc sur la commune de Latte au sein du Point d'écoute jeunes, qui est un lieu qui permet d'accueillir les jeunes sur le plan individuel, donc seuls ou avec leur famille. Et autour de ce Point d'écoute jeunes, on a pensé à une animation aussi collective qui se passe une fois par mois, qui sont les soirées tchatch. Et donc ce cadre d'animation, c'est vraiment monté avec l'espace jeune, donc avec les animateurs de l'espace jeune et la référente jeune, Pascal Salor, où on a vraiment pensé et co-construit ce temps de rencontre avec les jeunes et autour d'un temps d'échange groupal. Alors l'idée autour des soirées tchatch, les thèmes sont ouverts, c'est-à-dire qu'au moment où on arrive sur la soirée, l'idée c'est vraiment qu'eux viennent avec leurs questions qu'ils ont sur le moment, donc c'est très variable d'une soirée à l'autre. Ça va autant des questions relationnelles entre eux qu'au niveau familial, que des questions, on a même eu un peu plus autour de l'intimité, qui vont être autour de la sexualité ou de la question de comment on est femme, comment on est homme aujourd'hui. Pour toi, est-ce que tu as une définition de la famille ? C'est des personnes qui nous entourent depuis toujours, avec qui on a des liens et avec qui on passe la plupart de notre temps et avec qui on partage beaucoup d'amour et de moments. C'est les personnes réunies autour de nous, notre entourage, nos proches, et les personnes avec qui on passe de bons moments. Un cocon familial avec plein d'amour, de joie et de bonheur. Plein de moments passés ensemble, des moments partagés, des sorties familiales, un endroit de confiance aussi, unis. Soudés et s'aider les uns les autres. Moi, je pense que les familles, elles évoluent en même temps que la mentalité. Donc, par exemple, avant, à l'époque de nos grands-parents, c'était plus pensé, c'était plus un type de famille homme-femme et couple qui dure toute la vie. Genre dans les années 50, tout ça, c'était considéré comme la femme devait forcément rester au foyer pour éduquer les enfants, tout ça. Enfin, pour s'en occuper. Maintenant, c'est plus trop d'actualité. Donc même la place des femmes change, donc du coup les familles évoluent avec ça. C'est ça que tu amènes comme idée. Ouais. Avant, c'était considéré comme famille quand on était marié. Maintenant, c'est pas forcément le cas. Il y a des familles qui sont pas mariées. Ma belle-mère, je sais qu'elle fait partie de ma famille, mais je suis pas attachée à elle. Justement, la famille, on choisit pas les personnes, les caractères, tout ça. Alors que justement, les amis, c'est un peu une famille qu'on se forme par rapport aux personnes avec qui on s'entend, on peut leur faire confiance. Comme on les choisit, on apprend à les connaître vraiment par cœur. Des fois, on connaît des amis encore mieux que notre famille. Est-ce qu'il se sent bien dans notre famille ouais. Pourquoi est-ce qu'ils nous privent de beaucoup de choses alors qu'ils savent que ça nous ferait plaisir ? Je lui demanderai quand ce sera à mon tour d'élever quelqu'un. Je lui demanderai des conseils. Merci à l'EPE de l'Hérault de nous avoir permis d'écouter ces jeunes qui reflètent bien la manière dont les EPE peuvent intervenir. Je vais maintenant donner la parole à Daniel Coum, qui nous appelle de sa Bretagne lointaine et qui va être le discutant de cette table ronde et qui va présenter les intervenants et qui les discutera ensuite. À toi, Daniel. Bonjour, Madame la directrice du Conseil scientifique, Monsieur le Président, chers amis. Bonjour. Permettez-moi, en guise de préliminaire à cette table ronde dont j'ai l'honneur et le plaisir d'être discutant,
de partager, quoiqu'à distance, Brest est loin, mais Metz est loin aussi de Brest, partager à distance le plaisir que j'éprouve d'être avec vous, de participer à cette journée événement de la FNEF et d'ouvrir cette troisième, je crois, quatrième séquence de travail en animant cette table ronde consacrée aux familles plurielles et aux pratiques en mouvement, proposition qui pourrait tout aussi bien s'inverser en famille en mouvement, pratiques plurielles. Le titre de cette table ronde, dans sa polyvalence, en dit long de ce que nous, familles et professionnels qui les accompagnons, traversons comme bouleversements sociaux et psychologiques que nous n'avons pas fini de vivre et que nous n'avons pas fini encore de prendre la mesure des effets qui impactent nos existences. Acteurs de l'aide à la parentalité et acteurs de la parentalité, nous sommes convoqués pareillement, quoique chacun à sa place et à sa manière, à ce travail. Ce travail est depuis longtemps engagé par les EPE sous l'égide et les associations affiliées, dont Parentèle, sous l'égide de la FNEP, travail de penser et de mettre en œuvre des actions d'aide, d'accompagnement, de soutien aux parents, quels qu'ils soient, aux familles, quelles qu'elles soient. Notre responsabilité et le pouvoir qui va avec toute responsabilité est immense. Cette responsabilité est proportionnelle à l'indéfinition encore prégnante des rôles parentaux, des modalités de faire famille, des manières d'éduquer un enfant. Cette indéfinition, c'est un mal pour un bien. La liberté se paye toujours au prix d'un peu d'inquiétude. Je n'entends pas, monsieur. Faire de cette crise une opportunité ne va pas s'en prendre le temps qu'il faut pour penser ce que nous faisons et faire ce que nous disons. Prendre le temps qu'il faut pour penser et pour faire, quoi qu'il en coûte, et dussions-nous pour cela contrevenir à l'ère du temps et objecter aux voix des sirènes idéologiques des temps modernes, eh bien, pour penser ce que nous faisons et faire ce que nous disons, pour les parents, et mieux encore, avec les parents. C'est ce à quoi nous allons consacrer cette heure qui vient, en nous adaptant à la situation, alors même qu'il était prévu que Jacques Barou parle en premier. Je ne crois pas qu'il soit tout à fait prêt, techniquement en tout cas, à le faire. Je vais donc donner la parole dès à présent à Jean-Pierre Durive-Varambon. Vous êtes, Jean-Pierre, psychologue clinicien, psychanalyste, directeur de recherche émérite en psychopathologie, en psychologie clinique à l'Université de Lyon. Bon, citer tous les livres et articles que vous avez produits serait bien sûr trop long ici. Nous savons que vous avez beaucoup travaillé sur la question du handicap, d'une part, sur la question de la parentalité aussi, de longue date, puisque, me disiez-vous tout de suite, en préparant cette réflexion à trois, que vous avez participé au premier colloque de la FNEP, qui réunissait entre autres Serge de Bogici et Bernard Thies, enfin des noms que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est pas grave. Autant dire, alors vous faites partie du comité de rédaction élargi de l'excellente revue Dialogue. Autant dire que nous avons beaucoup à apprendre de vous pour ce qui est de prendre en compte la différence dans la rencontre avec l'autre. Donc voilà, je vous donne la parole pour 15 minutes en espérant que Jacques Barou sera prêt dans 15 minutes pour intervenir. À vous, Jean-Pierre. Bon, écoutez, merci pour cette invitation. En tout cas, pour moi, c'était un retour aux sources pour l'école des parents. Je n'ose réfléchir à quelle date il y a eu plusieurs colloques et mes participations à l'école des parents de Lyon, notamment, mais aussi celle de Paris à l'époque. Donc, je vais aller assez vite puisque le temps est limité. J'ai intitulé mon intervention « Devenir parent avec une IAD, une histoire de couple, une affaire de famille ». Cela résume le propos qui va suivre. Alors d'abord, dire que les données qui vont servir à ma réflexion d'aujourd'hui sont tirées d'une recherche
qui a été financée par l'Agence de la biomédecine. Donc, c'est dire l'intérêt aussi des financeurs publics pour des recherches qu'on appelle qualitatives, c'est-à-dire qui écoutent les gens de près. Nous avons pu recueillir des témoignages de 24 couples qui étaient en attente d'IAD, c'est-à-dire d'insémination artificielle avec donneur, dans un sécos, c'est-à-dire 24 femmes et 24 hommes qui ont été reçus séparément et en parallèle suffisamment longuement avec des entretiens de 1 heure à 2 heures. La moitié avait déjà l'expérience d'avoir un enfant issu d'un don de sperme ou bien naturellement. Et l'autre moitié était en attente d'un premier enfant. Petite précision de contexte, au moment où nous les recevons, ces couples apparaissent en grande souffrance, dû aux difficultés d'avoir un enfant, à l'attente, à l'incertitude du résultat et surtout au long parcours de FIV, c'est-à-dire de fécondation in vitro, qui ont été en échec avec des espoirs déçus et des répétitions de ces échecs. Je te dis une petite précision aussi, c'est que nous avons aussi rencontré des donneurs, c'est-à-dire non seulement les hommes donneurs, mais aussi leurs femmes, personnes à qui on ne s'intéresse pas, alors que quand un homme donne, il doit avoir l'accord de sa femme, et que dans les sécos, souvent, ils viennent en couple, et les femmes disent « on vient donner notre sperme ». L'objectif de cette recherche, c'était tout simplement de mettre en évidence leur vécu psychique et comment ils se représentaient les différents protagonistes dans l'affaire, notamment les autres, c'est-à-dire les donneurs, et aussi les éléments du couple lui-même. Cette recherche a été conduite par une équipe de laboratoire, à la fois de médecins et de psychologues. Alors, les principales caractéristiques que je vais développer, je prends des points comme ça. La première, c'est une asymétrie entre la femme et l'homme dans l'IAD, qui évidemment va mettre à l'épreuve le couple. La femme a habituellement un rôle fondamental dans l'accès à la paternité des hommes, mais encore plus dans l'IAD, dans la décision de recourir à un donneur. Non seulement elle doit donner son accord, mais elle doit aussi accepter de recevoir le sperme d'un autre homme, de son partenaire de désir, et le rassurer particulièrement sur sa paternité, malgré l'absence de sa part biologique. Cette asymétrie entre l'homme et la femme est accentuée par le transfert du traitement médical de l'un sur l'autre. Je m'explique. C'est la femme qui va traiter dans son corps, par l'IAD, la stérilité de son homme. Ce n'est plus le corps de l'homme qui fait l'objet d'exploration, comme au moment de la découverte de la stérilité, qui peut être plus ou moins récente ou plus ou moins lointaine, mais c'est celui de la femme. Et là, on a une première difficulté, c'est que pendant qu'elle est l'objet de l'attention médicale, cet homme risque de se mettre en retrait. En tout cas, c'est la crainte de beaucoup de femmes quand on en a parlé. L'histoire du couple, jusque-là intime, qui se jouait dans le registre de l'altérité et de l'érotisation des corps, va laisser la place à une relation corps médical, corps de femme. Alors, deuxième point, le cheminement du couple vers l'IAD depuis l'annonce de la stérilité. Il est évident que ce cheminement va dépendre du moment et du vécu de l'annonce de la stérilité de l'homme, selon qu'elle était connue de longue date ou récemment découverte, selon aussi le destin des processus de déni de la stérilité. Alors, on a eu un certain nombre de couples, pendant longtemps, il y avait un déni, c'est-à-dire c'était pas possible, quoi. On a vu des familles qui avaient une grande culture religieuse et qui disaient « mais Dieu il pourvoira ». La zoospermie était absolument impensable. Renonciation à avoir un enfant, la question peut se poser, et choix de l'IAD, notamment, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, par rapport à l'adoption. Le diagnostic de stérilité masculine est souvent rapporté comme un choc ou comme un coup de massue. Pas forcément pour les femmes, mais en tout cas déjà pour leurs conjoints, et souvent aussi pour les parents, pour les grands-parents, c'est-à-dire la génération d'avant. C'est pour ça qu'on verra rapidement que c'est aussi une histoire de famille et pas seulement une affaire de couple. Les femmes doivent composer alors avec le vécu dépressif ou agressif de leur conjoint, parfois avec sa culpabilité, mais aussi avec ce qui se passe au niveau de sa propre mère.
La possibilité de procréer par l'assistance médicale permet à beaucoup d'hommes de se soulager de la culpabilité qu'ils éprouvaient de ne pas pouvoir réaliser le désir d'enfant du couple et qui, pour certains insistaient depuis plusieurs années. Et ne pas avoir d'enfant risque de remettre en cause le couple, et plusieurs nous l'ont dit comme ça. Alors, deuxième élément, le rapport à la temporalité. Il faut bien prendre en compte dans le devenir parent avec l'IAD la temporalité mise en jeu par la longueur du parcours médical, la répétition des délais et des échecs qui diffèrent entre la femme obligée, comme les médecins, de suivre le rythme biologique et l'homme, et qui parfois crée des tensions dans le couple. Je rajouterais que le temps du désir d'enfant n'est pas psychiquement corrélé à celui de l'efficacité médicale. Un enfant pouvant venir plus tôt ou plus tard qu'au moment désiré. C'est les couples qui ont déjà eu un enfant IAD qui nous ont parlé de ce décalage. Le cheminement psychologique est alors celui de l'attente et de l'écart de temporalité entre l'entrée dans la démarche d'IAD, qui ne va jamais de soi, et le résultat qui peut être extrêmement rapide ou au contraire très long. Quel travail psychique doivent faire la femme et l'homme dans cette problématique de l'insémination artificielle avec donneur? Du côté de la femme, pour résumer, ce travail psychique est nécessaire pour accepter dans son corps un sperme qui vient d'un autre que son partenaire de désir sexuel. On verra par la suite l'importance rapidement de la désexualisation comme processus pour pouvoir accepter le sperme d'un autre homme. Une femme, la seule venue pour un troisième enfant par IAD, explique dans l'après-coup qu'elle a dû faire tout un travail psychique pour accepter ce processus d'IAD et le fait de porter un enfant qui n'est pas génétiquement celui de son mari. Pour réaliser son désir d'enfant, la femme, en effet, est devant un dilemme aux conséquences différentes. Ou concevoir un enfant naturellement avec un autre homme, séparation du couple, ou adopter, ou recourir à l'IAD. En ce cas, elle a à traverser un certain nombre de fantasmes. Donc le plus connu et le plus fréquent est celui de l'adultère, et d'angoisse, par exemple celui de la loterie génétique et de l'étrangeté produite par leur non-ressemblance physique qui est à la fois désirée et crainte. La grande majorité des femmes rencontrées sont confrontées aux angoisses de leur homme aussi, de ne pas être tout à fait le père, et doivent donc le soutenir et le rassurer. Percevant la souffrance de père de l'homme stérile, elles sont souvent la première confidente de leur conjoint, craignant le rejet de sa paternité, soit par leur femme en cas de difficulté de couple plus tard, soit par leur enfant devenu adolescent. Alors c'était intéressant parce que c'était toujours les adolescents garçons et jamais les filles qui étaient imaginés récuser la paternité à l'adolescence. Et ceci, ces craintes, malgré les garanties juridiques du lien de filiation dans sa dimension instituée. Comme quoi, c'est nécessaire mais pas suffisant. Une future mère peut aussi avoir la crainte que ce même conjoint ne s'investisse pas comme père du fait de l'absence de lien biologique. Mais parfois, c'est lui qui la rassure en minimisant les effets d'absence de transmission génétique de sa part et en accentuant ce qu'en droit on appellerait la possession d'État, c'est-à-dire le fait de s'occuper de l'enfant ensemble. L'homme, de son côté, a un cheminement psychologique spécifique à accomplir. Selon les cas, pour dépasser l'assimilation de la stérilité à un manque de virilité, faire le deuil de transmettre son patrimoine génétique. Il doit aussi régler son rapport au donneur, en lui donnant une place de non-père par une qualification autre, qui est extrêmement variable selon les interlocuteurs, donneur, père biologique, donneur de petites graines, etc., etc. Pour l'homme comme pour la femme, un processus de désexualisation est à l'œuvre qui va considérer le sperme comme un produit à haute valeur humaniste donné par quelqu'un de généreux. Donc, premier aspect de la désexualisation porte sur l'objet. Elle permet à la femme de recevoir à l'intérieur de son corps le sperme comme produit précieux
dans une démarche narcissiquement valorisante. Avec le pendant de cet aspect valorisant, c'est le fantasme de l'étalon qu'on retrouve dans certains films que vous connaissez. Cette désexualisation l'aide à accepter sans trop de défense et d'angoisse de mettre à l'intérieur de soi des bonnes choses qui ne seront ni attaquantes ni interdites. Mais le donneur, lui aussi, est désexualisé dans la mesure où il est rarement imaginé par les receveurs comme étant lui-même en couple avec une femme qui a donné son accord, qui dans leur imaginaire n'existe pas, et le plus souvent comme postulé comme déjà père, ce qui devrait lui suffire pour ne pas revendiquer d'autres enfants et apaiser une certaine rivalité. Au-delà de la question de l'anonymat qui est encore en vigueur, c'est le rapport à la figure, puisqu'on parle de figure dans l'argument de cette table ronde, la figure et au réel du donneur que chaque membre du couple doit régler pour mettre chacun dans une place différenciée. Parce que la figure du donneur, elle est toujours là en arrière-plan, sous forme de questions sur la ressemblance, d'un côté, et de l'autre, sur l'inconnu de la transmission génétique venant du donneur. Alors pourquoi choisir l'IAD plutôt que l'adoption? Eh bien, la réponse, c'est que c'est pour étayer sa parentalité et commencer précocement à construire le lien de filiation. Quelques éléments par rapport à ça. Je ne les cite pas tous parce qu'on n'a pas le temps. D'abord, avoir un enfant ensemble pour consolider le couple et éviter sa rupture. En gardant une part génétique de la transmission qui fera lien par au moins d'un côté, c'est-à-dire le maternel, composante biologique de la filiation, une des composantes bien connues. D'autre part, la pression de l'horloge biologique. Pour ces couples, il s'agit de faire l'essai pendant qu'il est encore temps. Cette pression étant accentuée par l'attente de la génération d'avant d'avoir des petits-enfants, qui est une manière de répondre à ce que nous appelons dans notre jargon le contrat narcissique intergénérationnel. Confronté à la stérilité d'un fils qui risque d'interrompre la descendance, face à la possibilité d'y remédier techniquement, mais en payant le prix physique et psychique, chaque famille va réagir avec sa propre histoire et avec sa manière de gérer les pertes, les frustrations et les espoirs. Connaître et partager l'expérience de la grossesse et de l'accouchement est une des raisons principales du recours à l'IAD par rapport à l'adoption, où l'idée, c'est que dans l'adoption, l'enfant, il est déjà tout fait. Et il manque l'expérience de la grossesse et de l'accouchement qui vont construire déjà la parentalité, aussi bien la maternité que la paternité. Et les hommes ne veulent pas priver leurs femmes de ce vécu à cause de leur stérilité. Imitant au plus près une procréation naturelle supposée normale, et si on avait le temps, on pourrait parler de la dimension de transgression que sous-tend l'IAD. Hélas, sans Pierre, nous n'avons pas le temps. Alors, j'y aurai 2 minutes. Donc, au lieu de l'avoir tout fait, comme dans l'adoption, où une part va s'échapper. Alors, ça n'empêche pas un certain nombre d'angoisses à traverser. En tout cas, on pourrait dire que la force et le désir d'enfant et l'amour à son égard sont indiqués dans la grande majorité des cas comme une sorte de compensation à l'absence de lien biologique du père, entraînant une idéalisation de l'amour parental et une mise narcissique très importante. L'aimer tellement qu'il sera vraiment notre enfant et ne nous rejettera pas, surtout à l'adolescence, vis-à-vis de son père. Alors, je termine une petite conclusion. Oui. Voilà. Alors, nous nous interrogeons sur les effets de ces processus de surinvestissement, notamment sur le poids porté par l'enfant. C'est aussi l'enfant qui les fait parents par le fait d'être leur fils et leur fille. Et quand il est issu d'une IAD, il a affaire à un contrat narcissique particulier par sa valeur de cadeau réparateur de la rupture généalogique produite par l'infécondité du couple. On voit ici comment l'IAD est une affaire de famille élargie, puisqu'elle concerne aussi la descendance et des dimensions qu'on appelle transgénérationnelles. Conclusion, la filiation, c'est aussi un enjeu de parole.
La plupart des couples que nous avons rencontrés balancent avec embarras entre ce qui leur semble être une fonction protectrice de l'anonymat pour leur couple et la nécessité de dire à leur enfant la vérité sur le donneur, voire de permettre qu'il le rencontre pour éviter qu'il soit en souffrance. Vous savez que c'est une question d'actualité. Tous sont d'accord pour dire la vérité sur ses origines à l'enfant à jour, mais ils insistent pour dire que ce soit eux, les parents, qui parlent à leur enfant et pas d'autres personnes. La difficulté restant de trouver le moment et les mots. Anticiper la mise en récit de leur histoire, de cette conception au moment où nous les rencontrons, est déjà une manière de devenir parents en exerçant la composante narrative de la filiation. Je termine en disant qu'il est important de rappeler que la quête des origines, car il faut aussi parler des enfants quand on parle de la parentalité, n'est pas réductible à une simple recherche de l'identité biologique et génétique des géniteurs de l'enfant, isolée de tout récit, il y a une quête d'histoire. Être parent, en effet, c'est inscrire le fils ou la fille dans une histoire relationnelle, familiale, mettant en œuvre des processus de filiation, d'affiliation, des deux côtés, maternel et paternel. Le récit au jour le jour par les parents au bon moment à l'enfant constitue une autre médiation de la parole et du lien entre le couple parental et leur enfant. Les couples, en attente d'IAD, s'y préparent, mais finalement comme les autres, qui procréent naturellement ou qui adoptent. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie beaucoup. C'est un exercice très difficile, très frustrant. On aurait aimé vous entendre encore. J'étais vraiment très voilà, je dois être à 17 minutes. Très bien, ça va. Pour les 2 minutes supplémentaires. On vous les offre, Merci. J'ai été passionné par cette idée que la recherche puisse être aussi une expérience psychique, finalement, d'accompagnement. Enfin, cette dimension de la recherche nous est fort utile. Et les situations exceptionnelles, si l'on considère que la PMA est une situation exceptionnelle, de conception et de formation de la famille, nous enseignent. Nous avons besoin de ces expériences-là pour mieux connaître, pour mieux savoir quels sont les enjeux psychologiques et sociaux de la parentalité que nous continuons de découvrir. Enfin, qui sont les parents d'un enfant? Vous savez que cette question m'est chère. Qui sont les parents d'un enfant quand il y a un donneur de sperme ou d'ovocytes? Enfin, est une question. La question, et on ouvrira le débat après l'intervention de Jacques Barou, je crois qu'il est désormais prêt. On ouvrira le débat sur l'impact quand même des évolutions sociales sur le vécu psychique. Je veux dire par là que là où la PMA était une exception à la règle, elle devient une modalité parmi d'autres de faire famille. Et ce changement-là de paradigme, d'univers de sens dans lequel s'inscrivent désormais ce qui faisait exception à la règle et qui est désormais une modalité parmi d'autres, eh bien, n'est pas sans impact sur le vécu des gens. Comment est-ce que les gens vivent ça en fonction de l'évolution sociale, donc en fonction des discours, donc en fonction de cette fameuse responsabilité dont je parlais tout à l'heure, que nous avons de dire ceci ou cela, ou du regard que nous portons sur ces modalités. Modalités exceptionnelles, extraordinaires de faire famille. Jacques Barou va nous en parler également. Vous êtes, en changeant de focale, vous êtes anthropologue, sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS à l'Université de Grenoble. Nous vous connaissons bien pour votre contribution régulière à la revue d'École des parents et des éducateurs, incontournable revue pour qui s'intéresse à tant soit peu aux affaires de famille et à la parentalité en particulier. Vous vous intéressez tout particulièrement à la question de la rencontre des cultures, donc de ceux qui en font l'expérience. Et c'est en cela que vous nous intéressez, pour ce que vous pouvez nous enseigner, pour les enseignements que vous pouvez en tirer et en témoigner. Donc, si vous voulez bien ouvrir votre micro avant de prendre la parole, ça sera beaucoup plus... Je pense qu'il est ouvert, là. Est-ce que vous m'entendez? Absolument, très bien. À vous pour 15 minutes. Alors, je vais essayer de tenir les... Pardon, qu'est-ce qui se passe? Bon, oui, je vais essayer de tenir les 15 minutes. Donc, quel type nous y aiderons.
quel type de familles immigrées sont à étudier dans cette organisation de la parenté qui est capable donc de s'adapter, de développer une grande souplesse par le changement des rôles parentaux, par l'élargissement des contours de la famille. Donc je parlerai essentiellement des immigrés originaires d'Afrique subsaharienne. Pour trois raisons. D'abord parce que je les connais de longue date, depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de mener un certain nombre d'enquêtes à leur sujet. Et puis, par ailleurs, ce sont des familles qui vivent dans une ère culturelle où les systèmes de parenté sont particulièrement sophistiqués, au point où certains anthropologues ont quelquefois été amenés à construire des modèles mathématiques pour s'y retrouver dans cet écheveau extrêmement complexe de la parenté en Afrique, qui met en lien des gens très nombreux, sans forcément qu'ils aient besoin d'être les uns près des autres. Donc il y a, je ne vais pas entrer dans le détail, il y a essentiellement le mode de filiation qui diffère et qui a un grand impact sur les rôles masculins et féminins, sur les rôles du père et de la mère au sein de la famille. Ces modèles sont soit le patrilignage quand il s'agit de liens agnatiques, soit le matrilignage quand il s'agit de liens utérins. Donc, entre les deux, il y a évidemment toute une galaxie de variations qui compliquent encore fortement les choses. La troisième raison de choisir cette catégorie de population, c'est le fait que dans son pays même, elle est déjà confrontée, à travers l'explosion démographique, l'exode rural, l'urbanisation, elle est déjà confrontée à des changements des modèles familiaux, à des nécessités de se réadapter. Ce que l'on observe, c'est en particulier le maintien de la famille dite étendue, de la famille qui rassemble dans une proximité géographique plus ou moins marquée, donc père, mère, enfant, mais aussi collatéraux, ascendants, donc collatéraux d'ascendants, etc. On peut arriver, j'ai trouvé des cas en ville de familles de 50-60 personnes qui résidaient dans le même lieu. Donc tout cela implique une réorganisation des rapports de parenté. Si la grande famille est encore présente, et même dans des lieux où on ne l'attendrait pas, comme dans les villes africaines d'aujourd'hui et dans les banlieues, ça n'est pas forcément la même famille que celle qui existait auparavant dans le monde rural. Dans le monde rural, le chef de la grande famille, c'est le patriarche ou la matriarche, c'est-à-dire l'homme ou la femme, le plus ou la plus âgée dans la génération la plus ancienne. Dans la grande famille contemporaine, moderne, celle qui existe dans les villes, on a affaire plutôt à des grandes familles qui sont plutôt le résultat d'un regroupement de couples ou de mères seules. Donc, il y aura un leadership qui fonctionnera à partir des personnes qui sont les plus capables de se mouvoir au sein de la ville, qui sont les plus capables de trouver des opportunités d'emploi pour leurs proches, qui ont le sens des affaires. Donc, ce sera l'homme ou la femme d'affaires qui montrera qu'il ou qu'elle est capable d'assurer le bien-être pour un grand nombre de dépendants. Donc, c'est celui-là ou celle-là qui prendra véritablement la tête qui prendra véritablement la tête de la famille. Et on s'aperçoit que ça profite assez largement aux femmes. On constate l'existence dans les grandes villes africaines, et depuis déjà un certain temps, d'un entrepreneuriat féminin d'un entrepreneuriat féminin
qui met en scène des femmes très actives qui vont donc se montrer très efficaces dans l'éducation des enfants, notamment dans l'éducation des filles, qui vont pousser les filles à faire des études et qui sont un peu à l'antipode donc de la famille monoparentale telle qu'on l'imagine, sombrant dans la précarité. Ce genre de famille existe aussi, mais ce sont des familles isolées. Donc la monoparentalité, dans ce contexte-là, n'est pas forcément synonyme de précarité. Elle peut être synonyme, au contraire, de réussite, donc d'ambition économique. Donc, quand ces familles arrivent en France, elles doivent s'adapter à un cadre qui définit la famille désirable pour donc les autorités en charge de l'immigration, qui définit une famille désirable composée essentiellement d'un couple et de ses enfants, voire quelquefois des collatéraux éventuels d'enfants éventuellement adoptés s'ils ont par exemple des handicaps. Mais donc le grand enjeu consiste en un passage d'une famille plus ou moins étendue à une famille restreinte, à une famille nucléaire qui est fondée sur un lien fort entre des conjoints qui n'existe pas forcément dans la tradition africaine où pour une certaine génération qui encore aujourd'hui autour de la cinquantaine, le mariage était avant tout imposé par les familles et qui n'a donc pas de lien. Le lien conjugal est très faible. Donc le lien conjugal est peu consistant et on va assister en France à des séparations en chaîne qui ne sont d'ailleurs pas du tout vécues sur un plan dramatique. Les femmes s'accommodent très bien du départ du mari, ça les soulage même parce qu'elles pensent qu'il ne faisait pas grand-chose à la maison, qu'il souvent était touché par le chômage ou vivait de petits boulots donc peu intéressants pour le ménage. Donc les femmes s'accommodent tout à fait de ce départ. Les hommes s'en accommodent aussi, parce qu'ils ont, même ceux qui sont issus de sociétés patriarcales et patrilignagères, ce sont donc des gens qui ont du mal à imposer leur autorité, notamment à leurs fils. Donc ils n'ont plus derrière eux toute la structure patriarcale de la famille qui appuyait le père, quoi qu'il fasse, face à ses enfants. Donc l'autorité traditionnelle du chef de famille africain n'a plus de sens dans ce contexte-là, et l'image que le père donne par rapport à la société d'accueil, c'est celle d'un homme qui vit de bas salaire, qui vit de difficultés, donc qui ne peut pas véritablement assurer un devenir intéressant à ses enfants. Donc, dans un certain nombre de cas, le père disparaît. Même s'il est toujours là, même s'il n'y a pas eu séparation ni divorce, on constate que physiquement, il est absent. Il prend la tangente pour éviter de se trouver confronté à une remise en cause de son autorité par les fils, surtout quand ceux-ci grandissent, quand ils atteignent l'adolescence, le début de l'âge adulte. Donc l'autorité du père qui s'imposait par un simple rapport brutal de force physique ne peut plus être acceptée et le père préfère disparaître ou se montrer le moins possible pour donc ne pas être confronté à tout cela. Donc, on se retrouve avec une proportion très élevée de familles monoparentales au sein de cette population. Pratiquement le tiers des ménages originaires d'Afrique subsaharienne est composé de ménages monoparentaux. C'est trois fois plus que la moyenne donc, au niveau national. Et cette grande famille dirigée par des femmes tend aussi à se recomposer, on cherche, donc c'est aussi quelque chose d'assez fascinant dans la souplesse de la parentalité, on cherche à compléter la grande famille sur le modèle de ce qui existait au pays. Notamment, sont absents en France les ascendants.
Les ascendants jouent un rôle dans l'éducation des enfants. Ils transmettent un certain nombre de choses. Ils sont un appui pour les parents. Donc, il n'y a pas d'ascendant en France. C'est très difficile de se faire rejoindre par eux. Les conditions sont particulièrement contraignantes si l'on demande à bénéficier d'un regroupement familial pour ses ascendants. Donc, de ce fait, il n'y a pas d'ascendant présent, pas d'ascendant africain, mais on va chercher des ascendants parmi le reste de la population. Donc, j'ai vu le cas dans une enquête menée dans les années 2011-2012 d'une famille monoparentale qui avait adopté une grand-mère française qui habitait donc à proximité et qui était très contente d'être intégrée à la vie de cette famille. Ça la sortait de sa solitude et ça lui donnait un sentiment d'utilité. Donc tout le monde y était gagnant. Et puis, il y a également, même si c'est un phénomène plus rare, la redécouverte ou la découverte plus précisément de la famille conjugale dans son contexte moderne. Donc, à ce niveau-là, je citerai une étude qui a été faite en Belgique en 2015-2016 sur des familles originaires d'Afrique centrale où le père avait suivi toute la grossesse de son épouse. Donc, les circonstances avaient fait que souvent les femmes travaillaient et les hommes ne travaillaient pas, étaient souvent au chômage, donc étaient disponibles. Donc, ces hommes, plutôt que de tourner en rond, ont décidé d'accompagner leur épouse dans toute la durée de la grossesse. Donc, ils ont participé à toutes les séances de préparation. Ils ont même assisté à l'accouchement, ce qui est véritablement révolutionnaire sur un plan culturel, puisque hommes et femmes fonctionnent de façon complètement séparée, surtout pour ce qui est de la naissance. Et on a vu aussi ces hommes ensuite faire du maternage, là aussi, chose tout à fait inédite pour eux. Donc, tout cela illustre cette capacité, cette grande souplesse d'adaptation du fonctionnement familial à des contextes différents, qui donc sont quelquefois une opportunité de découvrir quelque chose de complètement inédit, complètement nouveau par rapport à ce que l'on sait de cela dans sa culture d'origine, ou parfois donc reconstruire des structures parentales qui évoquent la société d'origine. Donc voilà, je m'en tiendrai là. Je pense ne pas avoir trop dépassé les 15 minutes demandées. Vous n'avez pas du tout dépassé, je vous remercie beaucoup. Enfin, je ne sais pas si vous saisissez, vous qui nous écoutez et nous voyez, la correspondance qu'on peut assez facilement établir entre les deux présentations, les deux exposés, ancrés dans la clinique, retravaillé, élaboré par la théorie, une théorie qui est elle-même bousculée par les faits qui sont eux-mêmes en évolution, qui sont eux-mêmes en transformation, bien sûr, et que cette souplesse psychique et sociale, finalement, à laquelle sont convoquées les personnes, celles qui ont un parcours d'IAD ou celles qui ont un parcours d'exil, et qui les délogent d'une certaine manière à des représentations traditionnelles de ce que c'est qu'être parent, eh bien, les oblige à des adaptations. Ces adaptations-là, vous avez pu témoigner l'un et l'autre qu'elles sont effectives. Il est possible de s'adapter. Vous avez même dit, Jacques Barou, insisté sur le fait que finalement, ces adaptations, qu'elles soient choisies ou qu'elles soient subies, encore qu'il faudrait faire la différence entre les deux, c'est une question que je vous pose à l'un et à l'autre. Enfin, n'y a-t-il pas une différence dans l'expérience vécue des personnes selon que les adaptations sont subies ou sont choisies? Eh bien, ces adaptations subies ou choisies, on peut s'en accommoder très bien, disiez-vous. Le deuxième point que je relève, c'est le fait que dans l'un comme dans l'autre cas, il y a, même s'il était plus en sourdine du côté de Jean-Pierre Dury-Varambon, il y a quelque chose qui est en rapport avec la tradition, c'est-à-dire en fait avec la transmission. Qu'est-ce qui est transmis aux parents d'une histoire, de codes sociaux
d'une expérience vécue aussi par leurs propres parents qui les amène à être plus ou moins capables de ces adaptations-là. C'est-à-dire, en fait, vous parliez de révolution, enfin, des adaptations révolutionnaires, ce qui n'est pas rien, quelque chose qui met les parents d'aujourd'hui dans une situation, disions-le dans notre jargon, en position de déloyauté par rapport à ce qui à la tradition auquel leurs parents étaient soumis ou avaient choisi. Se pose donc la question, et là je parle en référence à ma propre partie clinique, se pose donc la question de la troisième génération, c'est-à-dire que si les parents traversent l'épreuve de l'IAD à leur manière, éventuellement s'en accommodent bien, si les parents qui viennent d'Afrique subsaharienne traversent leur parcours d'exil et d'acculturation nouvelle et s'en accommodent bien, quid de leur descendance, effectivement. On a observé, je suppose que vous qui nous écoutez, qui regardez si nombreux, enfin, avez fait l'expérience aussi de constater qu'à la troisième génération, il y a quelque chose là qui se passe, finalement, une sorte de questionnement sur ce dont les uns et les autres ont été les héritiers de cette révolution, là. Alors, il y a des questions. Régine, Michel, vous voulez peut-être intervenir en direct à votre guise. Maintenant, si vous voulez. Je pose une question. Je vous remercie de vos interventions à tous les trois. J'ai une question qui est destinée à deux chercheurs qui ont posé des questions à des familles qu'ils ont rencontrées, l'un avec une sensibilité de psychologue et de psychanalyste, l'autre avec une sensibilité d'anthropologue et de sociologue. Donc le but de poser des questions quand on est un chercheur clinicien, c'est d'avoir des réponses. Mais un des effets de poser des questions, c'est de forcer celui à qui on les pose à penser. Hein, c'est ce qui se passe quand Ferenczi, dans son journal clinique, dit « je lui posais des questions qui l'a forcé à penser ». Alors, qu'est-ce que ça a eu comme effet sur les personnes que vous avez rencontrées, sur les couples que vous avez rencontrés, sur les familles que vous avez rencontrées, que vous leur ayez posé ces questions-là? Si vous me permettez, Michel, je prolongerai votre question en reprenant une question de la salle sur la question de l'accompagnement particulièrement. Voilà. Donc, on peut poser d'ailleurs les uns et deux. Enfin, les personnes qui font cette traversée là d'expériences nouvelles, de modalités de devenir parents, sont-ils accompagnés ou ne trouvent-ils que les chercheurs sur leur chemin pour pouvoir parler de ce dont ils font l'expérience? Dans mon esprit, les chercheurs, c'est déjà ça. Oui, c'est déjà ça, oui. Jean-Pierre? Alors oui, je peux répondre. Formidable. Alors oui, évidemment, il y a depuis très très longtemps, pratiquement depuis l'origine des sécos, qui sont donc les lieux où ça se passe dans les hôpitaux, des psychologues dédiés à l'accompagnement des couples et des médecins. C'est-à-dire que c'est un processus qui s'accompagne et qui, selon les sécos d'ailleurs, se continue, y compris après la naissance et parfois longtemps après. Récemment, mes collègues qui travaillent au sécos de Lyon ont reçu par exemple des adolescents avec les parents qui se posaient des questions sur le donneur par rapport à deux enfants qui étaient nés d'IAD. Donc je veux dire par là, oui, et il y a une grande tradition, notamment en France, de cet accompagnement. On a beaucoup de collègues qui ont publié d'ailleurs sur cette expérience. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport à la question qui vient d'être posée, c'est qu'on n'a pas fait que poser des questions. On a très peu posé de questions. On les a laissés parler. Un entretien qu'on appelle semi-directif, c'est-à-dire qu'on ne pose pas de questions, on laisse parler les gens en les lançant sur des thèmes, et après, éventuellement, on leur demande de préciser. Et complètement à la fin, pour leur poser les questions. Alors effectivement, c'est une question classique, qu'on a d'ailleurs été obligé de prendre en compte pour des dimensions éthiques, quand on en a rendu compte à l'agence de biomédecine, parce qu'ils nous ont questionné là-dessus. Bien sûr que ça incite, ça oblige pas, ça incite les gens à penser à des choses auxquelles ils n'avaient pas forcément pensé,
ou auxquels ils n'étaient pas encore en mesure de penser. C'est pour ça que le moment dans lequel arrive cet entretien, dans leur parcours, était aussi important. Alors ça c'est une dimension qui est effectivement fondamentale. Il y a une question qui a été posée par écrit sur les études réalisées à l'étranger, sur l'IAD, sur les couples de femmes. Alors, il y a énormément de travaux qui ont été produits. Il y a de la littérature aussi dans le monde anglo-saxon. Il y a beaucoup de choses. Il y a des pays qui ont des pratiques différentes, qui ont des réglementations différentes. Donc, effectivement, je réponds oui. Alors, si vous donnez une idée, vous avez ce très bon numéro de la revue Dialogue, on va faire une petite publicité, c'est le numéro 219, qui s'appelle « Assistance médicale à la procréation, enjeux et défis pour le couple et la famille », dans lequel vous avez des articles qui, justement, traitent des questions qui ont été posées. Je pense, alors il y a les travaux d'Alain Ducousseau-Lacaze, Emmanuel Graton et d'autres sur l'homoparentalité. Je pensais à Patricia Mercader aussi, une de mes collègues lyonnaises, qui a travaillé sur les couples de femmes lesbiennes. On voit en gros comment toutes ces configurations familiales pensent au bien de leur enfant en premier et essayent d'introduire la question du tiers. Elles ont une sensibilité par rapport à ça. Et alors, voilà, puis je parle aussi des travaux sur les enfants. Oui, je vous arrête. Très bien, pour donner la parole à Jacques Barraud, si je veux répondre à la question de Michel, sur cette question-là des effets. Enfin, soulignons juste en passant, grâce à votre question, Michel, que nous pouvons, nous, cliniciens, produire de la recherche en sciences humaines, une recherche clinique qui a non seulement un effet qu'on peut élever à la hauteur de recherche scientifique, mais un effet clinique aussi par la participation des personnes elles-mêmes à cette recherche, et tant du point de vue de la recherche que de l'accompagnement, si tant est qu'il faille absolument opposer les deux. Enfin, les EPE sont assez bien placés pour recevoir justement, soit aller chercher ces témoignages, soit pour les recevoir spontanément, parce qu'il y a, enfin j'en suis certain, c'est le cas pour Parentel, enfin, des personnes qui ont ces parcours d'IAD et qui s'adressent spontanément dans les lieux où il leur est possible de parler de leur expérience vécue. Et sur la question de la recherche, oui, en France, il y a des recherches à propos des couples homoparentaux, et je pensais effectivement, Jean-Pierre, à l'étude que mène actuellement Ducousseau-Lacaze à Poitiers sur la question de la place du père dans les couples lesbiens. Jacques Barraud, vous voulez dire quelque chose? J'en suis sûr. Je suis sûr. Oui, pour revenir à l'effet des questions que l'on pose, je dirais qu'en anthropologie autant qu'en psychologie, ou peut-être même davantage, on pratique des entretiens semi-directifs, voire même totalement non directifs. Ce qui compte, c'est que les gens s'expriment, qu'ils disent le plus de choses. On leur propose aussi quelquefois de se revoir. Donc, s'il leur laisse le temps de réfléchir par rapport aux questions qu'on a pu les amener à se poser sans forcément l'avoir voulu. Et ça s'est traduit au cours d'une enquête où nous avions essayé de faire une approche intergénérationnelle, c'est-à-dire d'interroger des gens de la première génération qui avaient été socialisés dans leur pays d'origine et les enfants de ces personnes qui avaient très peu vécu dans le pays d'origine ou qui souvent n'y étaient pas nés. Et pour ces personnes, le résultat de ces entretiens longs, récurrents, c'est un questionnement sur ce que l'on est. Auparavant, on croyait qu'on était des Africains immigrés en France. On s'aperçoit que c'est plus compliqué que ça, que l'on a perdu des habitudes africaines, que quand on retourne au pays, on est choqué par certains comportements et que soi-même, on choque les autres. Donc, les gens constatent cela à travers le fait que d'abord, on les reconnaît en Afrique comme des gens qui vivent en France.
pas seulement parce qu'ils ne parlent plus très bien la langue locale, mais par leur rythme, donc le rythme auquel ils marchent, les gestes qu'ils font, donc ce qu'ils mangent, ce qu'ils refusent de manger. Donc on les identifie comme des étrangers. On les traite quelquefois de toubab, donc de blancs, alors qu'eux avaient l'idée qu'ils étaient des Africains, qu'ils se percevaient comme Africains dans leur entourage présent en France, ou qu'ils étaient perçus comme tels par leur entourage. Donc cela amène des questions sur son identité. Qui suis-je? À quelle culture est-ce que j'appartiens? Comment me définir? Ce sont souvent des questions qu'il ne se serait peut-être pas posées s'il n'avait pas été soumis à ces entretiens, à ces réflexions. Et donc, c'est un des résultats de ce travail. On a toujours constaté que quand un anthropologue débarquait quelque part auprès d'une population qui n'avait jamais vu aucun étranger, aucun Européen, son passage avait malgré tout modifié les choses. Donc cela suffisait pour que les gens s'aperçoivent que c'était plus tout à fait comme avant. Donc quelque chose de relativement banal, comme des entretiens à bâton rompu, où les gens peuvent bien répondre ce qu'ils veulent, ça a des incidences sur les interrogations des personnes, sur la manière dont ils vont se définir, dont ils vont vivre dans leur nouvel environnement. Je vous remercie répondre à cette question. Je vous remercie beaucoup. Il nous reste peut-être 1 minute encore. Enfin, à ma montre, en tout cas. S'il n'y a pas de questions, à Brest, nous avons la même heure qu'à Paris ou à Brest, ou à Metz, je crois. Jean-Pierre, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, simplement par rapport à l'exposé de Jacques Barrou, je réfléchissais parce que cette question m'intéressait aussi. Finalement, ça illustre que la parenté croise 3 dimensions, c'est ce que rappellent bien les travaux de Pierre Legendre, par exemple. Le biologique, le social et l'inconscient. Et il me semble que sur la question sociale, moi j'avais observé que dans ces déplacements, notamment de pères et de familles de l'Afrique subsaharienne ou centrale, ce qui fondait l'autorité du père en Afrique, à savoir le fait d'être le fils d'un autre père, c'est-à-dire que sa légitimité était tirée d'une dimension verticale par l'autorité, on pourrait dire, d'un père patriarcal de tribu, est perdue puisque le déplacement fait que ces pères se retrouvent dans le modèle occidental où la légitimité du père vient de sa relation à sa femme et de sa place sociale. Or, pour des raisons diverses, il ne peut plus fonder cette autorité, cette légitimité sur la filiation, sur le fait d'être le fils d'un père, mais uniquement sur une place sociale qu'il n'a plus. Donc c'est la question de la honte sociale, disparaissent de l'espace public, hein, comme vous disiez. Et puis, je pensais au Padre Padrone, hein, c'est un symptôme qu'on connaît. Bon, ça, c'était ma première remarque. Et la deuxième, j'ai dirigé une thèse sur la parentification des enfants au Burundi. Et il me semble que là aussi, on a quand même des choses très différentes. Autant la parentification, on pourrait dire, des enfants en Occident fait qu'ils changent de place et qu'il y a une espèce de falsification qui est à l'œuvre pour des raisons qu'on ne va pas développer, autant au Burundi, on voit que la parentification est un processus complètement différent, où finalement, un enfant qu'on appelle chef de famille, dans l'expression au Burundi, devient le parent de ses frères et sœurs, mais d'une certaine manière autorisé, légitimé par les parents qui sont morts. Donc ça me paraît illustrer complètement ce que vous dites et le fait que ça s'articule sur le social, ces 3 dimensions que j'évoquais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais laisser Jacques Barrou non pas répondre, mais penser, parce que ça, on ne peut pas interdire. Et les 4 heures, 16 heures, donc, je me sens obligé de ponctuer cette réflexion en vous remerciant tous les deux, non sans avoir dit, si vous me permettez, Régine et Michel, une chose en 30 secondes pour le temps de vous dire au revoir, en quelque sorte, je ne pourrais pas m'en empêcher. Enfin, vous avez insisté tous les deux, me semble-t-il,
sur le fait que ce n'est pas la forme, justement, que ce n'est pas la forme sociale qui est définitoire des liens familiaux. On peut la décrire à l'envi, cette forme sociale, y compris dans ses mouvements, dans ses changements, dans ses turbulences ou dans ses adaptations. On peut s'adapter finalement, on en a fait l'expérience récemment, on en fait l'expérience depuis des millénaires. Mais au-delà de la forme sociale des liens familiaux, quelle est la structure dont nous avons besoin pour continuer? Je reprends la question de Legendre, puisque vous l'avez cité, pour instituer l'humain, pour instituer la vie. De quelle forme, de quelle structure on a besoin, quelle que soit la forme sociale. C'est une question qui reste ouverte et à laquelle nous continuons d'essayer à répondre. Deuxièmement, les bouleversements, les changements et les adaptations ont un impact sur les gens qui composent les familles, les hommes, les femmes, les enfants, mais également sur ceux qui les accompagnent, c'est-à-dire sur nous-mêmes. Donc, troisièmement, nous qui accompagnons ces familles en mouvement, qui devons développer des pluralités de pratiques, ou nous qui accompagnons des familles plurielles et qui avons des pratiques en mouvement, quels sont nos points de repère pour cette pratique? Il y en a au moins un que vous soulevez aujourd'hui qui me semble nécessaire, mais pas suffisant, mais s'il est nécessaire, on peut s'y arrêter. Eh bien, c'est que nous sommes amenés à révolutionner notre regard, notre pensée, nos théories implicites, notre savoir. Et je citerai, puisque c'est d'actualité, je trouve, finalement, l'enseignement de Gaston Bachelard, l'épistémologue et le poète, qui disait que finalement, pour apprendre à connaître quelque chose de nouveau, il faut déjà contester un savoir déjà là. Alors, c'est peut-être ce que nous sommes en train de faire ici ensemble. En tout cas, nous nous y sommes employés. Et alors, eh bien, assez inévitablement, je vous dis au revoir. Je ne sais pas comment on fait d'ailleurs. On ne peut pas se serrer la main, on ne peut pas se faire la bise, on peut juste se faire un joli sourire. Voilà. On peut se dire merci. Et puis on peut se dire merci, absolument, on peut se dire merci. Donc un grand merci à tous les trois. Alors pour conclure cette dernière table ronde et rebondir sur la question de la recherche, je suis comme un certain nombre de personnes ici, à la fois chercheur et praticienne. Et pour rebondir à la question qu'a posée Michel, il y a des questions qu'on ne peut pas se poser sans la pratique. Moi, j'ai travaillé sur la fratrie de longues années et il m'a fallu ma pratique pour travailler sur la maltraitance entre frères et sœurs parce qu'en recherche, je n'avais que des enfants parentifiés. Et je trouve que cette question est très importante parce que les personnes qui consentent à la recherche, c'est pas rien, hein, c'est ce que tu as dit. Et je dis ça parce que c'est une journée des EPE et nous avons aussi besoin du savoir des EPE qui émanent du terrain pour pouvoir explorer certaines zones d'ombre. Hein, et en écho à ce qu'a évoqué Jean-Pierre sur les PMA, c'est sur le terrain aussi qu'on peut mieux mesurer à la fois les difficultés et les souffrances au quotidien qu'on verra peut-être moins avec des gens qui consentent à la recherche. Donc je dirais que vos interventions nous amènent à deux choses. D'une part, à quitter l'aspect normatif, puisqu'on a vu en vous entendant combien les normes, elles étaient fluctuantes, et puis à faire des recherches qui s'appuient à la fois sur des travaux de recherche, mais aussi sur une expérience de praticien de terrain qui nous met en lien, cette fois, avec des populations, des problématiques qui ne viendraient jamais voir un chercheur si on le leur proposait. Je conclus donc définitivement cette table ronde. Nous avons une petite pause de 10 minutes. De 10 minutes et nous nous retrouvons tous pour la dernière table ronde et la conclusion finale cette fois. À tout à l'heure.